salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi et j'ai reçu un colis qu'ils ont ouvert parce que bon, ça serait bien de regarder comme ça, tu vois, ils ont ouvert comme ça, ils ont regardé, ils ont fait pareil là, parce que bon, imagine c'est des lingots d'or, mais non, c'est des bouquins, c'est beaucoup moins drôle. Donc ça vient de chez... C'est qui Hachette, donc je pense que c'est Glénat, je pense. En général... Ouh, attendez. Oh, je vous ai poussé. Oh, je suis désolée, je vous ai pas fait mal au moins. Je suis désolée, je suis sur X. Je suis sur X. Sur X. Alors. Donc. Ah, cool. Alors, dans ce grand carton, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'oiseau d'or de Caïnis. Vous savez, c'est cette jeune femme qui se fait passer pour un homme pour pouvoir écrire. J'avais adoré le tome 1 et j'ai pas continué parce que j'attendais d'en avoir plusieurs. Donc j'ai le tome... On est déjà au 4, bah dis donc. Et j'ai reçu Paprika. Ah, il est en soft touch. C'est de Mirka Andolfo. Voilà. C'est fluo. Donc voilà. Oh, c'est trop mignon. Les dessins sont à croquer. Les dessins sont à croquer. Bon, par contre, les gros nichons et le gros postérieur, je suis pas ultra fan. Mais oh, j'aime tellement. C'est en noir et blanc et vous avez de temps en temps de la couleur. Il y a écrit « Je suis une diablesse, alors autant incarner l'un de ces foutus clichés vicieux. » Ah, par contre, les dessins des femmes, c'est particulier. Mais bon, bref. J'ai hâte de le lire, c'est super cool. Merci beaucoup, Glénat, c'est trop chouette. Bah écoutez, voilà, c'était mon petit unboxing du jour. C'est un des camions qui est passé. Je sais pas s'il y aura autre chose aujourd'hui. J'avoue que j'attends des choses qui ne semblent pas arriver. Donc bon, c'est pas très grave, c'est pas urgent, c'est pas pressé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je devais avoir et qui ne sont pas là. Bref, voilà. Je sais pas si je vous reprendrai, alors sauf si je reçois des choses. Sinon, je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui parce que le livre que je suis en train de lire ne rentre pas dans la thématique de ce vlog. Enfin, quoique c'est une femme qui l'a écrit, mais ça rentre pas des masses dans la thématique que je voulais donner à ce vlog. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler de ma lecture. J'ai décidé de modifier un petit peu la thématique du vlog. Quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre, et c'est vrai que je me suis mal exprimée, donc je suis désolée, que ce n'est pas, que le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, mais c'est la journée des droits de la femme, c'est complètement différent. Et c'est vrai que je m'étais mal exprimée. En fait, je pense que on fait tous l'amalgame à force de l'utiliser. J'ai bien conscience que cette journée est là vraiment pour défendre les droits des femmes et non pas juste fêter la femme. Hein. Ça, j'en ai complètement conscience. Mais c'est vrai que dans la façon dont je l'ai présenté, on pourrait penser que c'est juste la journée de la femme, on lui offre un bouquet de roses et elle ferme sa bouche. C'est pas du tout ça, hein. C'est une journée qui est faite pour justement défendre les droits des femmes, donc c'est complètement différent. J'ai décidé de changer un peu la thématique de ce vlog. Du coup, l'idée réelle de ce vlog, ça va être de lire que des autrices. Voilà, donc je vais... Au moins, c'est la ligne conductrice, c'est je ne lis que des auteurices ou des livres qui défendent les droits des femmes. Voilà, c'est l'un ou l'autre, on verra. Je ne sais absolument pas quel titre je donnerai du coup, mais ça va être un peu le goal du jour, parce qu'en fait j'ai regardé, et j'ai pas mal de romans sur le féminisme, etc., mais c'est des essais. Et honnêtement, alors c'est pas que j'ai pas envie de vous les présenter, c'est pas du tout ça le sujet. Le truc c'est qu'en fait, en ce moment, je vous ai dit, j'ai la capacité de concentration d'un bulot, et franchement, je suis pas sûre d'être dans les meilleures conditions pour attaquer ces essais qui me font très envie d'ailleurs. Donc bon, voilà, on va essayer déjà de prendre que des romans écrits par des femmes. Voilà, puisque l'idée c'est de mettre dans ce monde littéraire, en tout cas un peu misogyne, soyons clairs, de mettre en avant un petit peu les auteurices. Voilà, je vous reprendrai du coup plus tard, en espérant que j'arrive mieux à parler, parce que là je vais devoir faire plein de coupes. Voilà, à tout à l'heure. Hey, salut, je vous reprends à la pause café. Voilà, j'ai besoin de caféine là les gars, c'est un truc de corphéine. Bon, Meiko, il n'y a rien sur la table. Vous l'entendez râler? On te voit, Meiko, on te voit. Bref, donc, je vous reprends aujourd'hui. Je vous avoue que cette semaine c'est un peu difficile, je suis un peu dans le rush, j'ai plein de trucs à faire. En fait, c'est surtout
C'est pas que j'ai plus de choses que d'habitude, c'est juste que je suis bien moins organisée, que en plus je me suis accordé un peu plus de liberté. Genre passer une après-midi avec une copine, passer 2 heures au téléphone avec une autre aujourd'hui, enfin le genre de truc qui te... Voilà, qui te retarde un peu dans ton travail, mais c'est tellement cool que voilà. Bref, j'ai roulé le R, mais avec ma gorge. Bon, bref, on s'en fout. Je vous reprends parce que... Tadam! Donc j'ai reçu des petites choses, et également j'ai un roman dont il faut que je vous parle, parce que j'ai pas encore parlé roman, donc il serait temps. On va ouvrir déjà les 2 enveloppes. Le carton, je sais ce que c'est, donc je vais vous le montrer. Bon, j'ai pas fini d'ouvrir mon enveloppe, il y a un livreur qui a sonné, et le carton est quelque part sur ma table, là. Mais je peux même pas l'ouvrir parce que c'est pour une collab, mais c'est pour la semaine prochaine, la frustration. Bref, je finis parce que je sais toujours pas ce que c'est que ça. Voilà, pour l'instant j'ai vu que des bulles. J'arrive pas à l'ouvrir en plus. Ah ça y est. Je sais pas ce que c'est. Je crois pas que j'ai demandé ça, c'est pas grave. Alors j'ai reçu ça, donc bienvenue à la charmante pension de Cecilia Dueñas, chez Nami. Je pense pas que j'ai demandé ça. C'est pas très grave, c'est une autrice espagnole. Voilà, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, mais bon, bah écoutez, voilà, je sais pas. J'attends plein de bouquins de chez Charleston et je reçois rien, et à la place, je reçois ça. C'est pas grave. Ensuite, j'ai un livre qui vient, j'ai une enveloppe qui vient de chez les éditions Gallimard. Alors... Donc, il s'agit de Furia Perfax de Sébastien de Castel. Voilà, je crois que c'est un spin-off ou un truc comme ça de l'autre saga. Alors, j'ai pas été au bout, moi, de l'Anti-Magicien. J'ai lu les 3 premiers tomes et ensuite, je m'étais arrêtée. Simplement parce que j'avais pas acheté la suite, tout simplement. Je crois qu'on est un peu dans le même univers, voilà, donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas, j'ai très envie de découvrir, donc on verra, donc je suis très contente, merci. J'avoue que j'ai eu peur, parce qu'il faut que je vous montre après, mais il est encore dans un carton. Je me suis acheté le nouveau Ruta Sepetys, parce que j'adore cette autrice, et j'ai cru que Gallimard me l'avait envoyé, je me suis dit, ah non, je vais avoir un doublon. Donc voilà, donc non, ce n'est pas un doublon, c'est très bien. Parce que vous aimez bien les doublons, hein, ça vous fait des cadeaux, mais mon compte bancaire, il aime moins les doublons, tu vois. Parce que les cadeaux, bah, ça coûte cher les frais de port, les gars. Alors, donc ça, il y a mon adresse partout, mais ça, c'est, je vous ai pas dit, je crois, cette année, j'ai été sélectionnée, enfin, j'avais postulé pour être partenaire de la collection Hachette Heroes, mais surtout Hachette, tous les Disney en fait. J'adore ces bouquins, vous le savez, c'est pas nouveau. Et là, ils proposaient d'être partenaire, donc je me suis dit, ouais, cool. Alors j'en recevais déjà de temps en temps, mais là, du coup, je me dis à chaque fois, je vais vraiment recevoir toute la collection et je suis trop contente parce que vraiment, je kiffe. Attendez, il me faut un peu de caféine. On voit juste le cul du chien là. Du coup, c'est le premier envoi. Voilà, et en plus c'est pour une sortie en hardback. Et ils sont cassés la nénette à écrire le nom de chaque personne sur l'enveloppe, je trouve ça très cool. On va regarder ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors, un petit mot. Bonjour Stéphanie. Oh, ils ont personnalisé la lettre, c'est cool. Ok, trop bien. Donc ils me souhaitent la bienvenue dans les ambassadeurs. Et puis également, ils me montrent, ils me disent qu'il y a d'autres... enfin voilà, ils m'expliquent un peu ce qu'il y a dans le carton. Donc là, on a le poster. Donc c'est pour la sortie de Au bout du rêve. Donc c'est un Twisted Tale. Voilà, on a un marque-page. Il est archi joli, regardez ça. Il est vraiment beau, hein, trop joli. Et on a, bien entendu... Oh là 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 là. Oh non, putain, il est trop beau. Ah là 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 là, attends, s'ils commencent à tous les faire en hardback, je vais devenir ouf, moi. Donc, le hardback, donc c'est Au bout du rêve, donc c'est l'histoire de La princesse et la grenouille, revisitée, et surtout, on a le jaspage. Je vous ai déjà dit que j'étais une grosse fan du jaspage, mais est-ce que vous voyez le détail? Regardez ça. Ah, c'est tellement beau. Donc, il est en hardback. Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh là 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 là, mais il est trop beau, putain, et il faut qu'ils les fassent tous comme ça, c'est pas possible, regardez ça. Oh là là, c'est de toute beauté, je vais devoir faire un TikTok comme ça juste pour vous le montrer. Oh là là, mais j'ai tellement... Je vais le lire là.
Oh là, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente, tellement que je chante. Faut que j'arrête en plus parce que je chante archi faux, donc voilà, c'est vraiment sublime. Et avec, on a plein de papier de soie que je vais pouvoir remettre dans vos emballages. Et avec, on nous a envoyé celui-ci, donc des grands classiques Disney, La Princesse et la Grenouille. C'est une histoire que je connais très peu, La Princesse et la Grenouille, parce que bah, c'est pas vraiment de ma génération de quand j'étais enfant, tout simplement. Donc bon, je vais même lire l'album, ça va être cool. J'ai des enfants autour de moi, ils vont être super contents de le découvrir. Et surtout le Twisted Tail, quoi. Enfin, il est vraiment magnifique. Voilà, il est sublime. Alors par contre, voilà, faut être prêt à mettre 30 balles. Sincèrement, j'avais prévu de l'acheter. De toute façon, j'achète bien les deux Saxus, donc voilà. Mais c'est vrai que ça commence à être vraiment compliqué d'acheter des livres, je trouve. Voilà, donc vous aurez les coulisses, hein, parce que du coup je réemballe tout. Je remets tout pareil. Et je vais réunboxer sur TikTok, tu vois. Voilà, mais du coup vous l'aurez, vous saurez que j'avais déjà unboxé, mais il faut pas le dire. Donc je disais, dans mes achats du mois, ce qui était prévu, c'était celui-ci. Alors, je l'avais demandé à Gallimard, mais moi j'ai un souci avec les SP Gallimard, c'est que bah, une fois sur deux, je les reçois pas. Donc, comme il était hors de question que je ne lise pas le Ruta Sepetys, je me le suis acheté. Donc, si je dois te trahir, j'ai hyper hâte. Voilà, on a une carte. À la fin, on a des photos. Je trouve ça vachement chouette. On a des photos, donc c'est un roman historique. Donc apparemment, c'est un thriller psychologique qui se passe dans les années 90 en Roumanie, donc sous... J'arrive jamais à le dire. Ceausescu. C'est comme. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je ne sais. J'arrive jamais à le dire. C'est une catastrophe. J'adore Ruta Sepetys. Le dernier qu'elle avait fait, qui se passait en Argentine, était incroyable. J'adore cette autrice, vraiment. Je la trouve incroyable. Voilà. Il y a écrit ne fais confiance à personne, ne parle à personne. Les espions sont partout. J'ai super hâte de le lire. C'est un truc de dingue. Par contre, remarque j'allais dire ça rentre dans la semaine avec ça rentre dans ma semaine logiquement, mais non, pas trop en fait. Oh, je sais pas. Bref. Alors, je vais vous parler maintenant de lecture. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que cette semaine, j'allais lire des romans, alors au moins écrits par des femmes, et si je pouvais trouver des textes engagés, je le ferais. Sauf que dimanche, j'ai commencé un roman. Au début, je savais pas si j'allais vous l'intégrer dans le vlog. Et en fait, c'est un coup de cœur. Et du coup, vu que j'ai les 2 derniers vlogs, je vous ai pas parlé de lecture que j'avais adoré et tout, ça me saoulait. J'en avais marre en fait au niveau du montage, c'est pas drôle. Donc je me suis dit, les gars, enfin sérieux. Je me suis dit sérieux, t'as un coup de cœur, tu peux pas ne pas leur en parler. En plus, ça rentre quand même un petit peu dans le sujet, étant donné que c'est écrit par une femme. Donc, on n'est pas trop loin du truc. Donc il s'agit de ce roman, donc The Perfect Match, écrit par Lila Mars aux éditions Harlequin. Ouais, je sais, c'est étonnant, mais c'est Harlequin. Le 2 sort à la fin du mois de mars. Je suis dans les starting blocks. Je n'en peux plus déjà d'attendre alors que je l'ai terminé J'ai terminé quand? Il y a 2 jours. Voilà, je n'étais pas sûre que ce soit un coup de cœur, et en fait, si, c'est un coup de cœur, c'est sûr. Alors, pas la grosse clacasse, mais un petit coup de cœur. Voilà, tu vois, un petit crush petit crush littéraire, on va dire. J'ai adoré ce livre, c'était trop bien. Alors, on est dans un... Alors, c'est pas vraiment... C'est une dystopie, mais c'est... On va dire que la dystopie, c'est plutôt le fond du roman pour une romance. En tout cas, dans le tome 1. C'est un peu, je vous ai dit, je crois, hier... je vous ai dit, je crois, la dernière fois que je vous ai pris, c'est un peu comme la romanthésie, sauf que là, on serait dans de la romance-topie. Voilà, on va dire que c'est une romance-topie. J'invente un terme, je ne sais pas s'il existe, mais moi, j'ai décidé que je l'inventais. Je bois du café aussi. Je suis Elliot, qui est en couple depuis 5 ans avec un jeune homme qui s'appelle Ash. Donc ils se sont rencontrés, ils avaient 17 ans, ils sont tombés amoureux. Et là, ils ont 21 ans aujourd'hui. Sauf qu'en fait, dans la société dans laquelle ils vivent, on ne peut pas être en couple avec quelqu'un. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui oblige à se marier à l'âge de 21 ans. Avec la personne qui nous correspond le mieux. En fait, c'est une façon de lutter contre la baisse de la natalité et tous les problèmes qui pouvaient être liés à ça dans la société. Donc, en gros, ils veulent être sûrs que les gens sont compatibles. Ils ont créé un algorithme qui est censé, à travers des calculs, à travers la génétique, etc., trouver ton partenaire idéal. T'as le droit, quand même, avant tes 21 ans, toi, de sortir avec quelqu'un et puis de passer le test avec cette personne pour voir si vous êtes compatible. Si vous avez au moins 50%, vous pouvez rester ensemble. Si vous n'avez pas 50% de compatibilité, eh ben, vous n'avez même plus le droit
de vous fréquenter et de vous voir. Elliot et Ashton, à l'âge de leurs 17 ans, ils ont passé un test pour voir s'ils étaient compatibles. Ils étaient compatibles à 44 et quelques %, donc pas suffisamment. Ils ont fait le choix de rester ensemble en se disant que de toute façon, ils allaient devoir repasser le test à 21 ans et que avec les années, ils allaient être de plus en plus compatibles, en tout cas s'ils continuent à s'aimer et que ça sera forcément bien, quoi. Donc là arrive le moment du test et manque de bol, leur compatibilité n'a pas augmenté du tout, donc ils ne peuvent plus rester ensemble, ils doivent se séparer. Sauf que, comme un petit pied de nez au destin, quand on leur annonce les résultats, on leur explique, alors Ashton, on lui dit voilà, on a 3 jeunes filles qui sont à plus de 50% avec toi, il faut que tu les rencontres, que tu choisisses, etc. Et pour Elliot, on lui dit qu'elle, c'est un cas un peu particulier parce que elle match avec quelqu'un à plus de 98%, ce qui est quasiment jamais arrivé, c'est vraiment un score, vraiment le truc... genre, personne s'attend à un score comme ça. Et surtout, ce qui est très étrange, c'est qu'elle match parfaitement avec le grand frère de Ashton, qui s'appelle Isaac, qu'elle n'aime pas du tout parce qu'elle le voit que sous le prisme de Ashton. Et Ashton, forcément, bah, c'est son frère et ils s'entendent bien, mais il y a quand même des choses sur lesquelles ils ne sont absolument pas d'accord. Donc, c'est un peu compliqué. Ashton et Elliot peuvent très bien choisir d'aller contre l'avis de la société et rester ensemble. Dans ce cas-là, ils vont devoir fuir. Ou alors, ils écoutent la société et chacun doit aller de son côté et ils n'ont plus le droit de se voir. Elliot est persuadé qu'ils vont partir tous les deux, vivre leur grande histoire d'amour. Sauf que Ashton, lui, il est le fils du gouverneur et toute sa vie, on l'a formaté, en fait, à cette idée que l'algorithme avait raison. Et du coup, Ashton, il va un peu freiner des cas de fer en disant il faudrait peut-être qu'on essaye, il faut peut-être suivre l'algorithme, etc. Donc, il brise littéralement le cœur d'Elliot et elle va vite se rendre compte que de toute façon, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle se marie avec Isaac et qu'il fasse semblant de vivre le parfait amour parce que sinon, sinon ils sont dans la mouise vraiment aussi bien l'un que l'autre. Sauf qu'Isaac lui assure qu'il a un plan pour les sortir de là. Donc, sous la promesse de ce plan pour réussir à se séparer, elle va accepter et ils vont jouer la comédie. Quand ils sont devant les caméras, devant tout le monde, ils vont faire croire qu'ils sont fous amoureux. Et puis, en off, ils vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils peuvent pas se saquer, en fait. Mais vous vous doutez bien qu'on est dans une romance, donc forcément les choses vont évoluer, et c'était vraiment chouette. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur quand même, avec beaucoup de dialogue, et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un peu en mode, bon allez, il faut qu'on accélère un peu, j'ai envie de savoir ce qui se passe au niveau dystopique, parce qu'on est quand même dans une dystopie. Et en fait, on va se retrouver face à quelque chose d'assez chelou, parce que Elliot a un passé assez particulier, c'est-à-dire qu'elle croit pas trop à l'algorithme pour une raison simple, c'est que ses parents ont été mariés grâce à l'algorithme, mais que son père s'est barré. En tout cas, c'est ce qu'on lui a dit. Isaac va essayer de la convaincre de retrouver son père pour savoir ce qui s'est passé, et nous on va commencer à découvrir qu'en fait déjà il y a un mystère autour du père d'Elliot, et surtout qu'il y a des rebelles dans ce monde qui ne croient pas à l'algorithme et qui veulent une liberté, et une liberté aussi du droit d'aimer qui on veut, mais au sens large du terme, pas simplement de façon hétérosexuelle, mais aussi de façon homosexuelle ou autre en fait. Et parce que c'est vrai que tout ça c'est banni de la société et il y a quand même des gens qui se battent en souterrain pour tout ça. Et là ça devient grave intéressant et ça commence à se développer dans la fin de ce tome là et j'ai trop envie de connaître la suite. C'était incroyable, franchement c'était trop bien, le rythme est dingue. J'ai adoré, ça se bouffe littéralement, il fait 550 pages mais tu le dévores le roman, j'ai pas pu le lâcher. Je vous dis il y a quand même, parce que moi vous savez que je suis pas une fan de romance, donc forcément il y a des passages, j'en avais un peu marre là de leur je t'aime pas, tu m'aimes pas, ça m'agaçait, j'étais en train de me dire ah putain on part dans un triangle amoureux, ça va me saouler et tout, et en fait pas du tout. Et c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien, je vous conseille vraiment ce livre, il est ultra addictif, c'était trop bien, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Après il faut vraiment, si t'aimes pas du tout la romance, n'y va pas, ça va te gonfler, mais je trouve ça cool, une romance dans un univers de dystopie les gars, c'était trop cool, je suis trop contente. Vous allez m'entendre reparler de ce livre parce que je veux le 2. Voilà, je n'en peux plus déjà d'attendre, je vous dis, alors que je l'ai terminé lundi et qu'on est mercredi. Voilà, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien. J'en ai commencé un autre que j'ai commencé hier assez tard et j'avais mal à la tête pourtant. Je l'ai dévoré, j'ai lu plus de la moitié, je surkiffe de taré. Alors pas autant que celui-là, mais je m'éclate, il est trop bien. Sauf que là j'ai plein de boulot parce que j'ai toujours pas monté ma vidéo du jour, elle sort dans 2h30, je mets beaucoup plus de temps que ça pour monter un point lecture, je sais pas comment je vais me débrouiller. J'ai pas fini, enfin j'ai juste déroché, donc là j'ai tout le montage à faire. J'ai une vidéo à envoyer en preview à une maison d'édition.
Bon, tout à l'heure, j'ai été sauvagement... Oula, tout à l'heure, j'ai été sauvagement interrompue. On est beaucoup plus tard, il fait nuit. D'ailleurs, faut que je remette mon gilet, je commence à me cailler. Et je vous reprends parce que j'ai terminé un roman. Je viens de finir ça. Voilà, je sais pas si vous voyez grand-chose. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Je crois que c'est elle qui avait écrit L'Antidote mortel, le tome 1, enfin les 2 tomes, mais moi j'ai lu que le 1 que j'avais adoré, je vais peut-être me faire le 2 d'ailleurs. Celui-là, il traîne dans ma palle depuis sa sortie. Alors j'ai attendu parce qu'en fait j'avais vu à la fin du bouquin que le tome 2 ne sortait qu'en avril 2023 et j'avais pas envie d'avoir une frustration. Je me suis dit c'est sûrement un diptyque, ce serait cool de l'avoir sous la main assez rapidement, donc je vais attendre pour le lire. Là on est dans la thématique des femmes et tout, je vous ai dit je voulais vraiment lire des livres un peu engagés, etc. Et là ça m'a semblé, déjà le nom, l'Empire des femmes, ça m'a semblé genre le moment pour le sortir et c'était hyper addictif. Je l'ai dévoré, je l'ai attaqué hier soir, j'arrivais pas à m'arrêter et en fait j'ai fini par arrêter parce que je piquais du nez et qu'il fallait que je dorme, mais j'étais trop à fond, c'était trop bien. Donc on est dans un univers où en fait l'univers est dirigé que par des femmes, vraiment que par des femmes. Les hommes dans cette société en fait n'ont que 2 rôles. Enfin 3 rôles en fait. Ils ont 3 rôles. Donc soit ils sont géniteurs, soit ils sont ce qu'on appelle oncles. Donc c'est eux qui élèvent les enfants, mais dans ce cas-là, ils doivent passer des tests et ils deviennent eunuques. Hein. Il y a plus rien pour être sûr que il y ait pas de problème. Ou alors sinon ils travaillent en tant qu'esclaves dans les champs, dans les mines, etc. Nous on suit une jeune fille qui s'appelle Adona, qui est en fait la fille d'une femme très importante au sein de la société, et elle est arrivée en âge de pouvoir procréer, puisque c'est un peu le goal de toutes les femmes de cette société, c'est leur but ultime. En tant que future mère, elle doit s'inscrire au tournoi de la procréation. En gros, un certain nombre d'hommes ont été prélevés sur une île qui s'appelle Ténéros, c'est Ténéros, hein, ou Ténébros, je sais plus, un truc comme ça. Des hommes qui sont volontaires et qui viennent en fait pour faire un petit show et un spectacle parce que en fait ils se battent dans une arène telle des gladiators et les survivants sont les plus valeureux et faut pas croire qu'une fois qu'ils ont survécu c'est bon, non. Une fois qu'ils ont survécu, ils sont vendus aux enchères à ces jeunes dames pour en faire des géniteurs. Quand ils sont achetés et qu'ils deviennent des géniteurs, eh bien ils vivent dans un endroit clos, hein, ils n'ont pas le droit de se balader et de mener une vie classique, et au moment opportun pour la femme, eh bien ils sont attachés à une table, on leur a donné l'équivalent du Viagra juste avant pour être sûr que tout fonctionne, elles viennent, elles s'installent, hop, et elles s'en vont, hein. Et bien sûr, il y a une vitre où on les surveille pour être sûr que tout se passe bien. Les hommes sont la propriété des femmes, hein, qui les ont achetées forcément aux enchères. Une fois qu'elles ont eu le nombre d'enfants qu'elles voulaient, que des filles, hein, parce que les garçons on s'en débarrasse, donc soit on les balance sur l'île de Ténéros ou Ténébros, je sais plus trop là, soit soit on les tue, enfin voilà, on n'en veut pas des enfants, des petits garçons. Les femmes, une fois qu'elles ont eu des enfants qu'elles voulaient, eh bien elles font de ces hommes leurs hommes de compagnie, donc elles les promènent en laisse, voilà, normal. Donc nous on suit Adona qui est en âge de participer à ce fameux tournoi, donc elle doit choisir un favori et puis elle va devoir choisir un géniteur. Elle est accompagnée de sa meilleure amie qui elle est vachement plus emballée par le process. Adona elle le fait parce qu'elle a pas le choix, en fait c'est sa mère qui l'a inscrite de force, forcément ils sont très haut placés dans la société donc ça serait de bon goût qu'elle ait une grossesse assez rapide, hein. Mais Adona elle a pas envie de tout ça, mais bon elle suit le protocole, elle a pas vraiment le choix. À côté de ça, on suit 2 hommes, Hélios et Nikos, qui ont été volontaires et qui sont arrivés justement pour combattre dans l'arène et ensuite devenir des géniteurs. Sauf qu'en fait, on comprend très rapidement que leur but ultime à eux, c'est pas vraiment de devenir géniteurs. Eux, ils sont là parce qu'ils ont une idée derrière la tête. On sait pas exactement quoi. Ça sent la rébellion, mais on sait pas trop ce qu'ils veulent faire. On sait simplement que Hélios, y a un homme qui l'a élevé sur l'île où il était, qui tout le monde appelle le vieux, voilà. Et il doit rentrer en contact avec Adona. C'est la seule chose qu'il sait et qu'on sait, nous. Et en fait,
Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. C'était vachement cool déjà de voir l'inversion des rôles, parce que c'est souvent l'inverse qu'on voit dans les romans, donc de voir qu'on a inversé les rôles, c'était plutôt chouette. Alors ça reste tout aussi dégueulasse, hein, le côté de on traite ces hommes comme du bétail, c'était carrément dégueulasse. Il y a des trucs bien sombres quand même qui se passent dans l'arène, dans la société, etc. La façon dont les femmes parlent des hommes, c'est assez... ça me fait sourire, parce que c'est vrai qu'habituellement c'est tout le temps l'inverse dans les romans, et c'est cool de le voir dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est déstabilisant. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment cool. Ça se lit, mais genre tout seul. Voilà, c'était vraiment chouette. Voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai très envie de connaître la suite. En plus, forcément, les personnages se rapprochent, on en apprend un peu plus sur chaque personnage, et ça devient de plus en plus intéressant, clairement. Et j'ai très envie de savoir quel est vraiment le plan d'Hélios, parce que finalement on sait toujours pas, donc j'ai vraiment envie de savoir. J'ai hâte d'avoir le tome 2, et là pour le coup j'attendrai pas au mois d'avril quand je l'aurai, parce que eh bien c'était un peu le but, hein, de pouvoir les enchaîner assez rapidement. En tout cas, si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, je vous conseille à 10 000% d'y aller, c'est super chouette. Ça fait un peu... alors, j'ai envie de dire que c'est de la fantaisie, mais ça fait aussi un peu univers dystopique, je trouve. Par la société, par la construction de la société, il y a un petit côté qui fait un peu dystopique, même si... ouais, je pense qu'on est à cheval entre les deux univers, en fait. En tout cas, c'était vraiment très chouette, c'est extrêmement bien écrit, parce que, de toute façon, dans Antidote Mortel, j'avais déjà trouvé ce truc. Je trouve que l'autrice, Cassandre Lambert, elle a vraiment Elle a une plume, en fait, qui rend l'histoire très addictive. T'as envie d'avancer, de tourner les pages et tout. J'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup le personnage d'Adona, qui est hyper intéressant. Hélios aussi, tu sens qu'il cache des trucs. Enfin voilà, je me suis éclatée, c'était trop bien. Ça fait vraiment du bien, ça fait 2 bonnes lectures que j'enchaîne. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc voilà, pour l'Empire des femmes, que je vous recommande, plus. Voilà. Mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Mais de toute façon, les 2 que je viens de lire... trop bien. Donc voilà, je vais peut-être me faire une BD, quoi que je commence à avoir la dalle, je vais peut-être me faire à manger plutôt, je sais pas. Soit je me fais à manger, soit je me fais une BD, on va voir. Et puis j'ai déjà prévu mon livre, mon autre livre que j'attaque demain, qui est un petit poche, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. À mon avis, il va être poignant celui-là, donc j'espère que mon petit cœur va supporter tout ça. Voilà. Et du coup, je vous reprends demain sûrement pour vous parler de ce roman, parce que logiquement, demain, je devrais avoir plus de temps qu'aujourd'hui pour le lire. En plus, comme c'est un poche et qui fait... il fait quoi? Ah, il est gros quand même. Ah, je sais pas si je l'aurai fini demain en fait. Bon, on verra. En tout cas, j'aurai fini la BD au moins. Donc voilà, moi je vous retrouve demain, et puis pour vous dans 2 secondes quoi. Voilà, 1, 2. Et re-salut, on est jeudi matin. Je viens d'aller à la boîte, et il y a tout ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est surtout du graphique et un roman qui vient de chez Hachette. Sinon c'est du graphique, donc on va ouvrir ça ensemble. J'en ai un, quelqu'un a priori a essayé de l'ouvrir, hein. Bon, on va regarder. Alors, celui-là, il vient de Pika Édition. Il y a plein de trucs dedans, j'ai l'impression. Alors, ça se présente comme ça. Et derrière, il y a ça. C'est une pochette, en fait. Et dedans, il y a le manga et le dossier de presse. Alors, je vais pas y arriver. J'ai sorti le manga, mais par contre, ça y est. Donc, le manga, c'est l'histoire de septuplets, dont 6 étaient fans de piano et des prodiges du piano. Et le 7e, Lucky, subissait les foudres de leur père, illustre pianiste, parce que lui jouait mal. Écoutez, pourquoi pas. Voilà, je me souviens pas de l'avoir demandé. Mais c'est pas grave parce que ça me tente beaucoup. J'adore. Je suis désolée, vous devez entendre, j'ai mon repas qui est en train de cuire. J'adore les mangas qui parlent de musique ou d'art de façon générale, ou de sport. Voilà, j'adore ça. Ensuite, on a celui-ci qui vient de chez Albin Michmich. J'ai déjà lu une BD de chez eux, là. Grrr. Je vous en ai pas encore parlé, il faudrait que je vous en parle. Et ça rentre jamais dans les thèmes. Ils sortent là en ce moment des graphiques à destination des plus jeunes. Le premier, je l'ai surkiffé, j'ai trop hâte de vous en parler. Et je pense que c'est... Ah, c'est un 2e titre, je suis trop contente. Donc c'est Cléo Super Sirène, l'île des prédateurs. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'est le 2e... c'est le 2e à paraître. Et le premier était génial. Donc j'ai super hâte. Il est beau, hein, il y a du vernis sélectif et tout. Je suis trop contente. Trop bien, merci Albin Michmich. Celui-là, je pense que le facteur voulait savoir ce que c'était. Fantastico. C'est aussi Albin Michel. Écoutez, on va se servir de l'ouverture du facteur. Merci monsieur.
Et c'est... Oh, il est beau! Donc c'est Beowulf. Pareil, de la même collection. Donc c'est de Boulet et Werner Smith. Il est hyper joli. J'adore les couleurs, c'est trop joli. Et oh, ça va me plaire de ouf. J'adore les graphiques comme ça, c'est sublime. Merci Albin Michel, jeunesse. J'ai trop hâte de... Bref. Et là j'ai un livre de chez Hachette Roman. Je lis des enveloppes de chez Hachette, elles collent de ouf. Je suis trop contente. En plus, j'espérais trop que ce soit ça. Donc, c'est The Guild Cage de Lynette Noni. Donc, c'est la suite de The Present Healer. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai adoré The Present Healer. Et vraiment, j'ai adoré. Ça faisait... En fait, au moment où je l'ai lu... Après, je comprends. Attendez, je rembobine parce que là, je m'énerve toute seule. Je disais, je comprends tout à fait. Il y en a plein qui l'ont lu, qui m'ont dit, ouais, c'est sympa sans plus. Et moi, en fait, je l'ai surkiffé. Mais il faut aussi remettre dans le contexte. Je vous ai déjà dit, tout est une question de contexte et de moments et de rencontres. Et en fait, il s'avère que au moment où j'ai lu The Present Healer, tous les young adultes que je lisais, j'aimais pas. Ça se passait pas bien, j'aimais pas ce que je lisais. Vraiment, j'aimais pas. Je sais pas, j'aimais pas l'ambiance, je trouvais que c'était pas original, c'était tout le temps exactement le même schéma. J'en avais ras-le-bol et j'ai attaqué The Present Healer et j'en attendais absolument rien à l'époque. Et quand je l'ai lu et que je me suis dit, waouh, on est dans une prison, dans un endroit hyper sombre, limite un peu glauque, avec des épreuves, une gamine qui est là, qui essaie de s'en sortir et tout. Franchement, j'ai adoré parce que ça faisait presque 1 an que j'avais pas lu un young adulte qui me... Ah, tu vois, qui me sortait un peu de ce que j'avais l'habitude de lire. Donc j'ai adoré. La fin, elle est bluffante, mais de ouf. Hein. La fin du tome 1. Et du coup, j'étais hyper frustrée. Donc là, j'ai le 2. Il fait 500 pages. Oh, je suis... Wouh, wouh. J'espérais trop que ce soit ça en plus. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, pour les réceptions du jour, je suis en train de lire un nouveau roman qui est une pépite. J'adore ce que je lis. Franchement, cette semaine, elle est trop énorme parce que j'ai eu un petit coup de cœur lundi. Voilà, je vous en ai déjà parlé avec The Perfect Match. J'ai adoré ma lecture d'hier, donc L'Empire des femmes. Et là, ce que je suis en train de lire, c'est un contemporain adulte qui est sorti en poche. Donc c'est un contemporain qui date quand même. Et mon Dieu, mais c'est tellement génial. Je le surkiffe. Pour vous dire la vérité, j'avais prévu un truc ce matin. Je devais aller faire 2-3 trucs à l'extérieur. Et en fait, je me suis occupée de tout ce que je devais faire administrativement. Et ensuite, je devais sortir. Et en fait, je me suis dit, ah, tu sais quoi, lis un chapitre ou 2 avant. Et en fait, j'ai bouffé 260 pages sans m'en rendre compte. Il est 14h, j'ai pas mangé parce que j'étais à fond dans ma lecture. Mais vraiment, j'étais à fond dans ma lecture. J'étais trop bien dans le livre en fait. Et de ouf, mais trop quoi. Donc bon, le rendez-vous le rendez-vous, c'était pas vraiment un rendez-vous, mais le truc que je devais faire à l'extérieur aujourd'hui, je le ferai demain après-midi, parce que demain matin je peux pas, mais ouais, truc de ouf en fait. Parce que je suis trop à fond dedans, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'aime trop ce roman, il est génial. Je vous en parle tout à l'heure parce que je veux le terminer avant. Là, je vais manger parce que j'ai peur que ça crame en plus. J'ai la dalle, un truc de ouf. 14h30, c'est trop tard pour moi. J'ai pris le petit déj à 7h. Là, ça fait 7h30 que j'ai pas mangé. J'en peux plus, j'ai trop faim. Donc, je vais manger. Et puis voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler du roman que je suis en train de lire qui... S'il se termine aussi bien qu'il semble avancer, il risque d'être aussi un petit coup de cœur. Franchement, ça fait 3 semaines que j'enquille les lectures. Voilà. Si j'ai 2 coups de cœur cette semaine, ce sera une belle revanche. Franchement, ce sera une belle revanche. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de faire ça. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis surexcitée comme ça. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai terminé hier, je le trouve pas. Il est là. Je voulais vous en parler hier soir quand je l'ai fini, et puis en fait, la fin m'a... Enfin, pas que la fin d'ailleurs, mais particulièrement la fin m'a complètement... Mais la fin du roman m'a un peu laissé en PLS, et j'avais besoin de digérer avant de vous en parler. Ouais. Donc, j'ai lu ce roman qui est Le silence d'Isra de Etaf Room aux éditions... Moi, je l'ai aux éditions Pocket. Ce livre, mais quelle claque! Quelle claque! Alors, dans ce roman, on parle principalement de la situation des femmes palestiniennes
alors pas forcément en Palestine, mais dans le monde entier. Là, on nous parle vraiment, voilà, de la culture palestinienne. Alors je mets des gros guillemets parce que ça ne concerne peut-être pas forcément toutes les femmes palestiniennes, voilà, mais on nous fait comprendre dans le roman quand même que c'est une grande majorité des femmes palestiniennes, je vais pas le répéter 15 fois, qui subissent ça. Je pense pas que ce soit qu'en Palestine, c'est évident, mais voilà, je parle vraiment juste là du roman. Donc en fait, on a deux récits qui sont liés, puisque c'est une même famille. On suit Deya, qui est une jeune fille de 17 ans. Là, quand on suit Deya, on est en 2008, il me semble, qui vit avec ses 3 sœurs chez ses grands-parents. Fatima, et j'ai oublié le nom du mari, parce que c'est pas vraiment... c'est pas le personnage principal. Donc avec sa grand-mère Fatima et ses 3 sœurs. Ses parents sont décédés, en tout cas c'est ce qu'elle croit, dans un accident de voiture. Nous on se doute dès le départ que c'est pas vrai, pour ça que je vous le précise, parce que vraiment dès le début on sait que c'est pas vrai. Donc on suit cette jeune adolescente qui vit comme une bonne arabe. C'est ce qui est écrit dans le livre, c'est pas mes propos, c'est vraiment ce qui est écrit dans le livre. Quand ils utilisent cette expression, c'est pour signifier qu'en fait, elle ne parle à aucun garçon, elle se contente d'aller à l'école, qui est une école musulmane, où les garçons et les filles sont séparés, où on étudie le Coran, et où on étudie voilà, vraiment les préceptes de l'islam. Elle est très obéissante, elle fait ce qu'on lui dit. Là, elle a 17 ans, sa grand-mère lui dit qu'il va être temps qu'elle se marie, donc on est en train de lui chercher un mari. Elle rencontre les jeunes hommes et puis elle les fait fuir, parce que Deya, elle n'a pas du tout envie de se marier. Deya, elle veut aller à l'université. Et elle se rebelle un petit peu dans ce sens-là, parce qu'elle va tout faire pour à chaque fois faire fuir le jeune homme, de façon à ce que lui dise à ses parents qu'il ne veut absolument pas épouser cette fille. Sauf qu'il va arriver un moment où elle se rend bien compte qu'elle va être coincée et qu'elle n'aura plus le choix, puisque ses grands-parents veulent la marier. Il n'y a pas d'autre option pour elle. De toute façon, quand elle parle de l'université, on lui fait bien comprendre que non, elle n'ira pas à l'université, que si elle veut y aller, elle aura qu'à se débrouiller avec son mari, mais que dans la situation actuelle, la seule chose qui peut se passer, c'est un mariage. Elle subit terriblement cette situation, surtout qu'elle se doute bien qu'après elle, il y aura ses sœurs, notamment Nora, qui a à peine un an de moins qu'elle. Donc vraiment, elle est dans cette situation où elle est pas heureuse du tout de ce qu'on lui impose, en fait, d'autant plus que Deya est née aux États-Unis. Je sais pas si je vous l'ai dit, ça se passe à Brooklyn. Donc en fait, Deya, elle a cette ambivalence de je suis née aux États-Unis, donc finalement j'ai peut-être d'autres options, mais j'ai vécu toute ma vie renfermée comme une bonne gentille palestinienne, je mets toujours des gros guillemets, en étant obéissante, en allant simplement à l'école coranique, ensuite rentrer, faire le ménage, faire le repas, servir les hommes de la maison, voilà, juste... Elle ne sait pas le reste, c'est-à-dire qu'elle est même incapable de se promener seule dans la rue, elle est incapable de prendre les transports seule dans la rue, parce qu'elle ne l'a jamais fait et qu'elle a peur de le faire en fait. Et qu'on lui a toujours répété qu'une femme ne sort pas seule, qu'une femme dans la rue seule, c'est dangereux pour elle. Donc elle est vraiment... en fait, elle a envie d'autre chose, mais elle n'est pas sûre d'être capable de pouvoir obtenir cette autre chose qu'elle désire tant en fait. Et parallèlement à l'histoire de Deya, on suit l'histoire d'Isra, donc qui est la maman de Deya, et on la suit dès les années 90, au moment où une famille vient en Palestine pour emmener Isra, en fait, pour qu'Isra épouse leur fils Adam. Donc ils ramènent Isra aux États-Unis. Isra aux États-Unis, quand elle arrive, Isra c'est pareil, elle voulait pas du tout se marier, mais on lui a clairement pas laissé le choix. Donc elle doit épouser Adam et partir aux États-Unis avec sa famille. Au début, elle se dit que ce sera peut-être pas une si mauvaise chose parce qu'Adam a pas l'air si méchant. Il a l'air de lui dire qu'en plus, aux États-Unis, la vie est bien différente. Donc peut-être qu'elle a quand même un petit espoir d'une autre vie, parce qu'elle, tout ce qu'elle a toujours connu, ce sont des femmes soumises, des femmes qui n'ont pas le droit à la parole, des femmes qui font le ménage, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de leur mari, et aussi très souvent des femmes qui se font battre par leur mari. C'est quelque chose dont on parle énormément dans le livre, de toutes ces femmes palestiniennes qui se font frapper, en fait. C'est assez dur à lire, je trouve. Bon, après, ça existe aussi en Occident, hein. Vous savez très bien,
je veux dire, on le répète assez souvent qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui meurent, même encore en France, sous les coups de leurs conjoints. Donc voilà, c'est pas lié que à la Palestine, mais là on parle des femmes palestiniennes, donc forcément je remets dans le contexte. Bref, donc Isra vient aux États-Unis, et en fait, bah, finalement la vie va être la même qu'en Palestine, puisqu'elle ne sortira pas de la maison, à part quand son mari l'emmène avec lui au parc. Mais sinon, elle restera enfermée, et puis elle est là pour donner des enfants à Adam et pour aider Fatima, donc la maman d'Adam. Et Isra va s'éteindre au fur et à mesure, va vivre une vie triste, va tomber enceinte de Deya d'abord. L'arrivée de ce premier enfant est très dure parce que c'est une fille, que tout le monde espérait un garçon, que sa belle-mère, donc Fatima, le prend très mal, qu'on met tout sur le dos d'Isra, en fait, c'est de sa faute, alors que ce ne sont pas les chromosomes de la femme hein, qui décident du sexe de l'enfant, mais bon, bref, on lui met tout sur le dos. On va lui imposer de ne pas allaiter son enfant parce que si elle allaite, elle pourra pas retomber enceinte et il faut qu'elle retombe enceinte tout de suite pour faire un garçon. Voilà, elle a cette vie qui est profondément triste et on sent que Isra s'éteint au fur et à mesure en fait. Dans ce foyer, la seule personne qui lui donne un peu d'espoir, c'est Sarah. Parce qu'en fait, ils vivent, donc toute la famille en fait vit dans la maison. Donc on a les parents, donc Fatima et son mari, j'ai oublié son nom. Ensuite, on a Adam et Isra qui vivent au sous-sol de la maison. On a également Omar, je crois qu'il s'appelle, et Nadine, donc un autre couple qui est là. On a Ali aussi, mais lui, on ne le voit jamais, on a juste son nom. Et on a Sarah, qui est la petite dernière, qui a 14-15 ans, qui est une vraie rebelle. Elle est profondément américaine. Elle est là, elle veut vivre comme une américaine, elle veut les mêmes droits que les Américains, et le mariage forcé, c'est pas pour elle. Vraiment, mais c'est pas pour elle. Donc ça, c'est vraiment l'histoire du passé. On a Isra qui vit quelque chose de très dur avec un homme qui, en fait, Adam, on nous explique bien quand même que Adam, c'est l'aîné de la famille. Il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants. Il doit également s'occuper de ses parents et subvenir aux besoins de toute sa famille. On lui met une responsabilité sur les épaules incroyable. Alors, je ne l'excuse pas, je donne juste le cadre. Et Adam devient de plus en plus exigeant avec Isra et il commence à la frapper, ça commence à devenir vraiment une situation de plus en plus glauque et compliquée pour elle. C'était vraiment chouette. Et c'est un peu brouillon dans ma tête parce que l'émotion prend vachement le dessus, mais c'est un livre qui est extrêmement fort, qui parle finalement de 3 générations de femmes, parce que Fatima, je l'ai profondément détestée pendant tout le roman, j'ai trouvé qu'elle était abjecte, qu'elle traitait hyper mal Isra, qu'elle traitait hyper mal sa fille Sarah, que ensuite, quand ces petites filles sont là, à leur imposer constamment de vouloir se marier, alors qu'on voyait bien que même elle n'avait pas eu une belle vie, je comprenais pas, et elle m'agaçait, et vraiment je l'aimais pas, et finalement on nous raconte aussi un peu son histoire, et on se dit, mais putain, mais quelle souffrance en fait, et vraiment, cette génération, voilà, on a ces 3 femmes de 3 générations différentes qui ont toutes les 3 subi quelque chose. Et il aura fallu 3 générations pour que l'une d'entre elles tape le poing sur la table et dise « Non, moi, je ne ferai pas ça. Je refuse de faire ça, en fait. » Et il aura fallu des drames, mais des drames, voilà. C'était incroyable. Cette histoire, elle est extrêmement poignante. Les personnages sont extrêmement touchants. J'avais tellement envie d'entrer dans le livre et de choper Isra et de lui dire vas-y viens on s'en va. C'est terrible en fait quand t'es comme ça. J'étais en immersion totale dans le bouquin. Clairement, je n'arrivais pas à sortir du livre. Je l'ai littéralement dévoré. Je ne pouvais pas sortir de ce roman. Si vous aimez les contemporains, si vous aimez ressentir plein d'émotions et que vous voulez faire la rencontre de ces femmes extraordinaires, ben, je vous encourage vraiment à lire Le silence d'Isra. Vraiment, il est incroyable ce roman. J'ai pas les mots, j'ai vraiment beaucoup de mal à en parler, c'est très difficile. Mais j'ai adoré, c'était incroyable. Il m'a mis en PLS. Hier soir, j'étais paumée, j'avais du temps encore pour lire et j'arrivais pas à prendre un livre. Je me suis dit, vas-y, va dans autre chose, dans du fantastique et tout, parce que là, celui que je venais de lire, il m'avait trop fait du mal, et je me suis dit, il faut que j'aille dans un truc léger, et quand je dis un truc léger, je vais dans ma bibliothèque, qu'est-ce que je sors ? Ça.
Et là, je me suis dit, meuf, c'est peut-être pas une bonne idée quand même. Hein. Donc après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ah, mais t'avais commencé le Mélissa d'Acosta. Alors j'avais vraiment commencé, hein, j'ai lu 50 pages. Je me suis dit, bah tiens, reprends-le. En plus, le titre, Les femmes du bout du monde, ça rentre. Et puis je me suis dit, non, un contemporain, ça va pas. Puis les Mélissa d'Acosta, en plus, en général, c'est poignant. Là, j'ai vraiment besoin d'un truc... je sais pas, j'ai besoin d'autre chose. Je sais pas. Donc je me suis dit, je vais partir sur au moins une autrice. Alors pas forcément un livre engagé sur la cause féministe. J'aimerais bien quand même un titre engagé, donc je vais essayer de voir ce que je trouve dans ma palle. Mais je vais au moins prendre une autrice. Voilà, je vais au moins prendre une autrice. Je sais pas quoi encore, parce que je vous assure que je suis toute chamboulée encore par le silence d'Isra. Et voilà. Re-salut! Je vous reprends parce que enfin, on est samedi, je vous ai pas dit, mais bon. J'ai reçu ça. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas très très lourd, hein. Et je sais pas. Bon bref, on va regarder parce que on va pas tergiverser. Et surtout, c'est pas écrit. Ah bah il y a 2 livres. Qu'est-ce que c'est? Il y en a un qui est gros. Ah bah dis donc. Je commençais à me dire que ça allait jamais arriver. La vache. Donc ça vient de chez Ozu et ça a été extrêmement long. Mais quand je vous dis long, ça fait plus d'1 mois. Donc voilà. Donc j'ai Aurora le tome 3 et je me suis rendu compte que je n'avais pas le tome 2. Je sais pas comment ça se fait, il va falloir que je me le procure. C'est une petite saga jeunesse que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de continuer, mais j'ai pas le tome 2, ou peut-être je le prendrai en numérique, je sais pas. Mais c'est très sympa ça. Alors, vous voyez, c'est très aéré. Je suis désolée, Kitsune arrête pas de miauler. Et j'avais très envie de lire ça. Donc c'est un recueil de nouvelles dans les yeux d'un animal. Donc il y a 10 nouvelles, c'est pour la défense des animaux. Et les droits sont reversés à une association qui s'appelle Aspas. Voilà. Et il y a des auteurs qu'on connaît. Hein. Donc Charlotte Bousquet, David Brie, Fabrice Collin, Nadia Coste, Estelle Faye, Ariel Holz, Sophie Jomain, Karina Rosenfeld, Yann Rambaud et Sophie Andriensen. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir ça. Alors, je suis vraiment, mais vraiment pas une grosse fan de nouvelles, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. Allez, je vous ai pas montré hier, on est allé faire des courses, et en fait, je suis tombée dessus. Alors, j'avais très envie, alors je l'ai déjà lu en anglais, mais j'avais envie de le relire en français, parce que c'est comme ça, c'est tout. Je voulais voir ce qu'il donnait en français, donc j'étais très intriguée, donc je me le suis pris. Fille du roi pirate, donc de Tricia Levenseller. Voilà, il est très joli, avec un jaspage bleu. Par contre, c'est très aéré dedans. Voilà, donc c'est chez Stardust. Voilà, c'est tout. Bref, donc ça, c'était mon achat d'hier, et ça, c'est les 2 petites réceptions du jour. Donc, bah écoutez, c'est cool. Je vais rajouter ça à mon petit tableau Excel. Vous devez entendre, le chien est en train de faire la chienne est en train de faire la folle. Elle est surexcitée aujourd'hui. Donc voilà, j'ai commencé un roman, je vais vous montrer. J'ai commencé celui-ci, donc As de pique de Farida Abike Iyemide aux éditions donc de Saxus. Pour l'instant, j'aime pas trop. Je suis page 120, je me fais un peu suer en fait. Je vais être honnête, je l'ai lu, enfin j'ai décidé de le lire parce que je vous avais dit que j'avais envie quand même de rester dans un roman un peu engagé, et je sais que dans ce roman on parle de racisme et d'homophobie, donc j'avais très envie de continuer un peu dans des lectures engagées. Comme on était sur une semaine où c'est les femmes à l'honneur, j'ai quand même choisi une autrice, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis page 120 et pour l'instant ça ressemble juste à Gossip Girl, quoi. On est dans un établissement riche et il y a quelqu'un qui commence à balancer les secrets de tout le monde par SMS, et notamment les secrets d'un des personnages, enfin de 2 personnages qui sont, d'après ce que j'ai pu comprendre, les 2 seuls élèves noirs du lycée, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et on balance tous leurs secrets, dont un qui est gay, donc on est en train de balancer des photos, des vidéos, enfin des trucs pas possibles. Et voilà, mais c'est vrai que c'est tout ce qui se passe et ça fait très gossip, quoi. Les conversations entre les ados, je les trouve imbuvables. Je sais pas, il y a vraiment... Pourtant, vous savez que j'aime le young adulte, mais parfois, sur certains romans, je trouve que les dialogues entre les ados, soit c'est parce que vraiment je suis trop vieille et j'y arrive plus, soit il y a un truc qui va pas, quoi. Et je sais pas, on a l'impression qu'ils ont des préoccupations, mais je sais pas, je parle avec des ados et ils sont pas aussi neuneux, quoi. Donc dans celui-là, j'ai beaucoup de mal avec les dialogues entre les personnages, et pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. Je vais continuer parce que j'en ai marre d'abandonner des livres. Donc je vais continuer, et puis j'espère... je vais le terminer aujourd'hui, je pense.
Aujourd'hui, on s'est dit qu'on se faisait une petite journée un peu relax quand même, donc je pense que je vais le terminer tranquillement aujourd'hui. Et voilà. Je vous en donnerai des nouvelles tout à l'heure, je pense, parce que de toute façon, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Voilà, j'ai terminé As de pique. Alors, je vous fais un petit résumé vite fait. On suit principalement deux protagonistes. Chi, alors son vrai nom c'est Chiamaka, donc Chiamaka, et Devon, qui sont deux élèves noirs, qui sont deux élèves noirs qui étudient dans un institut extrêmement réputé et où il n'y a que des blancs, des blancs fortunés d'ailleurs, qui s'appelle Niveus. Tout se passe plutôt bien pour eux. Ils viennent d'ailleurs d'être nommés préfet et préfet en chef, donc c'était vraiment des distinctions assez importantes. Donc tout se passe plutôt bien pour eux jusqu'au jour où des SMS vont commencer à arriver sur les téléphones de tout le monde, signés par As. Voilà. Pas As le derrière, hein. As comme un As de pique. Hein. Voilà. À chaque fois, les cibles de ce fameux As, ce sont systématiquement soit Devon, soit Chiamara, c'est ça, je me trompe, Chiamaka, je sais pas pourquoi je veux que ce soit Mara, moi. Chiamaka. Et c'est systématiquement tous les deux. Alors, ils ont entre guillemets des choses à cacher. Devon est gay, donc ça va vite être balancé. Il vient d'un quartier assez populaire où en fait le fait qu'il soit gay pourrait vraiment lui porter à préjudice. Voilà, par rapport aux jeunes de son quartier. Et Chiamaka, elle, il y a une soirée un peu arrosée où elle a des souvenirs un peu chelous, donc elle sait qu'il s'est passé un truc bizarre ce soir-là, mais elle ne sait pas quoi exactement, donc elle aimerait aussi éviter que, voilà. Chacun des deux a beaucoup d'ambition, ils sont boursiers et ils ont beaucoup d'ambition. Devon est passionné de musique, il rêve d'intégrer l'université de Juilliard, et Chiamaka, elle est juste très bonne élève et elle rêve d'intégrer l'université de Yale. Donc c'est vrai que quand tout ça va commencer, au début on prend ça une blague en se disant que peut-être As va s'attaquer à tout le monde, sauf qu'en fait on se rend vite compte que non, les deux cibles ce ne sont que ces deux personnages-là, qui sont d'ailleurs les deux seuls lycéens noirs de l'établissement. Quand ça va aller un peu trop loin, ils vont commencer à se lier tous les deux pour mener une enquête, entre guillemets, et découvrir qui est As et pourquoi on leur en veut personnellement en fait, et on va découvrir beaucoup de choses voilà, on va découvrir vraiment beaucoup de choses. Le sujet principal de ce roman, c'est clairement le racisme. Alors, un petit peu de l'homophobie aussi, clairement, mais c'est vraiment le racisme qui est au centre du roman. D'ailleurs, dans la note de début du roman, je vous invite vraiment à la lire avant de lire le roman. L'autrice le dit clairement, en fait, hein, que vraiment, elle, ce qu'elle voulait, c'était dénoncer la situation des personnes noires, et pas seulement en Angleterre ou aux États-Unis, parce que l'autrice est anglaise, mais partout, parce qu'elle s'est rendue compte que en fait, elle avait été victime de discrimination tout au long de sa vie, sans forcément en prendre totalement conscience dès le départ. Et en fait, quand elle a réalisé que si telle chose ou telle chose avait été clairement de la discrimination, elle a commencé à écrire ce roman qui est clairement une dénonciation du racisme. C'était extrêmement intéressant, surtout toute la partie enquête, tout ce qu'elle a pu créer au niveau de l'univers, donc de ce que cache le fameux As. Ça, c'était vachement cool. Je disais que les 150 premières pages, j'aimais pas trop, parce qu'en fait, on était vraiment que avec les lycéens et leurs petites guéguerres de lycéens, et un tel sort avec un tel, et moi je l'ai trompé, et ça me saoulait en fait. Mais dès que vraiment les SMS prennent du poids, on va dire, on arrive vraiment dans un autre registre du roman, et c'était vachement cool. J'ai trouvé ça assez haletant, parce que t'avais envie, en fait, t'as envie de savoir qui est As déjà, et pourquoi il s'en prend à eux, qu'est-ce que ça cache. L'autrice a vachement développé tout ce format et tout, c'était assez intéressant. Maintenant, j'ai eu un petit problème. Un problème. Il y a un truc qui m'a un peu interpellée. C'est qu'en fait, il y a un personnage pendant le roman qui s'appelle Terence, qui est un jeune homme noir qui est ami avec Devon, et qui en fait va lui expliquer que de toute façon, par principe, tous les blancs sont racistes. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut avoir des biais racistes liés à notre éducation, mais qu'on peut aussi
éliminer ces biais quand on travaille sur soi, quand on se renseigne, quand on essaye de se cultiver sur le sujet, et qu'on peut se défaire de ces biais et se rendre compte que oui, peut-être que agir comme ça, ou voilà. Et voilà, je pense que quelqu'un de blanc peut se défaire complètement de ses biais racistes, et peut également prendre totalement conscience des avantages qu'il a. Sans pour autant en abuser constamment, enfin je sais pas, ça m'a un petit peu dérangée, j'avoue. Alors attention, je tiens vraiment à le préciser, c'est très compliqué à chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet, donc je tiens vraiment à le préciser, ça m'a pas heurté parce que je suis blanche, ça m'a plutôt interpellée en me disant, donc forcément l'autrice, elle le dit au début du roman, elle s'exprime à travers ce livre, elle exprime ses pensées, elle exprime ce qu'elle a vécu, etc. Et ça c'est ok, et je comprends tout à fait qu'on ait besoin d'un livre pour s'exprimer, il n'y a pas de souci. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'elle a pu vivre au quotidien pour pouvoir arriver jusqu'à ce truc où elle se dit que tous les blancs sont racistes. C'est surtout ça, en fait, qui m'a interpellée en me disant, mais putain, c'est pas possible, mais qui elle a rencontré dans sa vie, en fait? Parce que, vraiment, pour en arriver au stade où tu te dis que tous les blancs sont racistes, c'est que t'as rencontré que des personnes mauvaises autour de toi, en fait. Ou des personnes qui n'ont pas essayé, ou des personnes qui n'essayent pas de travailler justement sur ces biais racistes qu'on peut peut-être avoir tous, liés à notre société, liés à notre éducation, liés à la méconnaissance, etc. C'est plutôt ça qui m'a interpellée, et en tout cas sur le fond et la forme, j'ai trouvé que c'était très chouette comment elle l'avait tourné. Ouais, c'était chouette, franchement, c'était hyper bien fait. Voilà, bref, et c'est un premier roman, elle l'a écrit, je crois, alors qu'elle sortait tout juste du lycée, franchement, chapeau. Alors, ça reste quand même du young adulte, et c'est vrai que la première partie est un peu lourde, mais la deuxième partie, il y a pas mal d'enquêtes, il y a pas mal de... Ça faisait un peu... comment il s'appelait ce film? The Skulls. Je sais pas si vous l'avez vu, je suis sûre que personne n'a vu ce film, avec P.C. Wheater, qui jouait dans Dawson, là. Donc The Skulls, où il y a une espèce de société secrète et tout. Ça m'a vachement fait penser à ça. Voilà, c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai passé un chouette moment, je l'ai dévoré, hein, clairement. Voilà, même si, donc, dites-vous que si vous vous ennuyez un peu pendant les 150 premières pages, c'est pas grave. Parce qu'en fait... Ensuite, ça dépote. C'est un peu horrible, hein, quand même, ce qu'on lit. Tu te dis, mais mon Dieu, ça peut pas exister. Enfin, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible ce qu'on lit. Ouais, vraiment, c'est très dur. C'est vraiment très très dur de lire ça, mais j'ai bien aimé la fin. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et voilà, c'était un chouette roman. Voilà. J'ai aussi lu Colossal, donc de Rutil et Diane Truc. Je l'ai en édition collector. Alors, vous savez, il y a la dust jacket qui est là, et quand on l'enlève, eh bien, notre petite héroïne, Jade, hop. Alors, c'était trop chouette. Franchement, j'ai adoré. C'est plein d'humour et de messages. J'ai trouvé ça très chouette. On suit Jade, qui est une jeune fille de la société, de la haute société, de l'aristocratie, qui doit, parce que sa famille a besoin d'argent et est un peu en disgrâce, doit finalement, porte un peu tout le poids sur ses épaules, et doit faire bonne figure. Donc elle va dans un bon petit lycée, elle doit fréquenter les bonnes personnes, et surtout elle doit se trouver un bon parti. Donc elle va à tous les galas, à tous les trucs et tout, pour rencontrer du monde et trouver le jeune homme parfait, hein, qui va aider sa famille et qui va accepter de l'épouser. Le truc, c'est que Diane, tous ces trucs-là, ça la saoule complètement. D'ailleurs, c'est très drôle parce que des fois, on a ce qu'elle pense pendant un entretien avec une personne, et c'est hilarant. Et surtout, Jade, elle est passionnée de musculation, mais il faut pas qu'on le sache, parce que à l'époque, parce qu'au niveau de l'aristocratie, une femme musclée, c'est pas... D'ailleurs, un homme musclé, c'est pas forcément bien vu non plus, mais une femme musclée, c'est pas beau, parce que les gens musclés, c'est les gens qui travaillent, donc c'est les gens qui sont au champ, c'est les gens, vous voyez ce que je veux dire, donc on a cette image-là, et l'aristocratie ne doit pas être musclée, en fait. Donc, le fait qu'elle soit passionnée de musculation, ça le fait pas trop, donc elle s'entraîne en cachette, elle est totalement obsédée par les muscles, elle le dit, elle-même qu'elle comprend mieux les muscles que les êtres humains, et c'était vraiment chouette. Franchement, j'ai vraiment adoré. Il y a le tome 2 qui arrive, j'ai vraiment ri, j'ai trouvé Jade hyper attachante, et c'était vraiment très cool. J'ai hâte de lire le tome 2, en fait, à sa sortie, parce que ça va être un vrai régal. En plus, je vais au salon du livre de Montaigu ce mois-ci, et j'ai découvert, je crois que c'est les deux autrices qui sont là, Rutil et Diane Truc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'aimerais bien le faire dédicacer, donc j'essaierai d'y aller le matin. On croise les doigts. Attendez, j'y arrive pas, on croise les doigts. Mais voilà.
Donc voilà, franchement, une semaine de très bonne lecture. Vraiment très bonne lecture. C'était très chouette. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Si je devais vous donner le livre qui a vraiment eu le plus de poids et d'impact pour moi cette semaine, c'est clairement Le silence d'Isra, qui était incroyable. Je vous dis, moi j'ai fini en PLS, hein, tellement il était poignant. Et au niveau addictif, c'est clairement The Perfect Match. Tu veux un roman addictif, mais fonce, ça se lit trop bien. Mais attention, je vous le redis, The Perfect Match, il faut aimer la romance, sinon ça va vous gonfler royal, quoi. Donc voilà, j'ai déjà trouvé mon idée de thème pour la semaine prochaine, donc c'est cool. Là il est assez tôt, c'est la première fois que je finis tôt, mais parce qu'on a pris un peu de temps aujourd'hui, donc c'est chouette. Je vais pouvoir terminer de monter ce vlog, et je vais pouvoir attaquer un nouveau roman, donc je suis très contente. J'attaquerai un nouveau vlog la semaine prochaine. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, que vous avez fait des découvertes livresques, que ce soit via les unboxings ou via les lectures. En tout cas là, au niveau reco, franchement, je vous ai présenté que des trucs trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, cette semaine. Ce serait cool qu'on mette ça en route, enfin, ce serait cool qu'on mette ce petit rituel en place et que à chaque fois dans les vlogs, en commentaire, vous me mettiez ce que vous avez lu et voilà, si c'est dans le cadre de votre pile à lire ou voilà, que vous m'expliquiez, que vous me parliez de vos lectures en fait tout simplement. J'aimerais aussi beaucoup savoir quel est le livre qui vous tente le plus dans ceux dont je vous ai parlé. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Enfin voilà, vraiment dites-moi. Pour laisser un petit pouce en l'air, ça soutient vraiment la chaîne, ça me fait plaisir aussi, clairement, hein, soyons honnêtes. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits messages et des commentaires, ça fait aussi trop plaisir. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi, je sais pas encore dans quelle thématique de vidéo, mais je vais trouver. En tout cas, on se retrouve mercredi, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, et puis c'est tout. Bye, 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 bye.